Mais à côté de cela, nous avons également entendu beaucoup de complaintes de la part des Béninois. Et nous ne pouvons pas les taire. Nous sommes obligés d'en parler. Et c'est ce que nous relevons dans notre rapport. Nous avons senti une peur sur la ville. Moi, je ne suis pas diplomate outre mesure, donc je dis les choses. Nous avons senti comme une peur. Nous avons senti une société civile qui n'ose plus entreprendre des actions civiques. Nous avons senti des partis politiques qui sont plus ou moins muselés. Nous avons relevé un certain nombre de dérives à la limite dictatoriale. Nous avons relevé tout cela, mais il ne suffit pas de le relever. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons été rencontrer les autorités où nous avons posé les questions sur ces aspects qui nous ont été rapportés par les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés. Intérêt porté aux résultats de la mission que nous venons de mener depuis quelques jours à Cotonou, au Bénin. Il est important de comprendre les motivations réelles de cette mission pour en comprendre l'importance et l'intérêt. Vous savez, le Bénin a joué un rôle pionnier dans les transitions démocratiques. L'expérience du Bénin a servi de modèle à beaucoup de nos pays en Afrique. La République centrafricaine que j'ai eu à présider a bénéficié de l'expérience non seulement du Bénin en tant que pays, mais également des cadres du Bénin dans le renforcement de notre démocratie. Donc le Bénin continue à être un modèle indépendamment du développement de son processus. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes préoccupés par les questions démocratiques et électorales, rester en dehors du Bénin alors que ce pays est en train de connaître une expérience électorale importante de son histoire. Il nous fallait être là, aux côtés des Béninois, pour voir est-ce que le processus se déroule correctement, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider les acteurs béninois à renforcer leurs capacités ou à apporter des réformes importantes pour le renforcement de leur démocratie. C'est comme ça que nous sommes venus. Moi, personnellement, vous connaissez mes nombreuses activités, mais j'ai décidé de venir connaître ce que les Béninois sont en train de vivre comme expérience démocratique en ce moment crucial. Quand nous sommes arrivés, j'ai écouté les formules qui ont été dites, match amical, match sans intérêt, jeu déjà fait, enfin, plusieurs formules, mais il nous fallait nous-mêmes nous rendre compte si oui ou non les conditions étaient réunies pour que les élections, le processus électoral puisse se dérouler correctement et surtout dans un contexte politique qui soit acceptable. Nous avons écouté, comme ils ont dit, tous les acteurs pour savoir qu'est-ce qui se passe au Bénin. Nous avons été surpris de voir certaines réformes, nous avons été surpris de voir certaines limitations du cadre politique et civique, nous avons été surprises de voir ce genre de désintérêt de la classe politique et civile béninoise au prochain processus pour diverses raisons. Mais quand on est démocrate, on ne baisse pas les bras, on se bat jusqu'au bout. On essaye de relever tous les défis qui se posent à nous pour que la démocratie triomphe, même dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons connu les Béninois combatifs à des moments difficiles de l'histoire de leur démocratie. Il nous fallait les écouter, voir comment nous pouvions les aider. Nous avons relevé un certain nombre de questions, de préoccupations que les Béninois, tant de la société civile, des partis politiques, des médias ou des institutions nous ont expliquées. Nous avons compris que le Bénin est en train de traverser une situation préoccupante à plusieurs points de vue. Dans le domaine des libertés d'expression, dans le domaine de liberté d'association, dans le domaine, comment on appelle ça, juridique, juridictionnel, des institutions, les Béninois ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés et d'être compris. Nous avons relevé, et là je passe peut-être sur les autres aspects, que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités, par les gouvernants. Beaucoup d'efforts sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement économique,
Nous avons relevé des taux de progression de PIB importants. Nous avons vu une ville en plein essor. C'est des choses positives qu'il faut relever. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Mais à côté de cela, nous avons également entendu beaucoup de complaintes de la part des Béninois. Et nous ne pouvons pas les taire. Nous sommes obligés d'en parler. Et c'est ce que nous relevons dans notre rapport. Nous avons senti une peur sur la ville. Moi, je ne suis pas diplomate outre mesure, donc je dis les choses. Nous avons senti comme une peur. Nous avons senti une société civile qui n'ose plus entreprendre des actions civiques. Nous avons senti des partis politiques qui sont plus ou moins muselés. Nous avons relevé un certain nombre de dérives à la limite dictatoriale. Nous avons relevé tout cela, mais il ne suffit pas de le relever. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons été rencontrer les autorités où nous avons posé les questions sur ces aspects qui nous ont été rapportés par les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés. Nous avons également demandé à la société civile, aux médias, aux intellectuels, aux universitaires, comment voyez-vous le Bénin sur le plan des politiques et sur le plan civique des libertés collectives et individuelles. Nous avons reçu des réponses à ce niveau-là. Nous avons ramassé tout cela dans des recommandations. Les recommandations à court terme concernent ce qu'il y a lieu de faire avant le scrutin du 12 avril. C'est très important pour desserrer un peu, pour aérer un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici le 12 avril? Et puis, il y a des recommandations à court et à long terme pour que, après, les nouvelles autorités qui vont arriver, comment ces autorités vont tenir compte de tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour pouvoir gérer la cité. Et nous avons fait également une série de propositions dans ce sens. Donc voilà pourquoi nous sommes là et voilà ce que nous avons fait depuis que nous sommes là. Je pense qu'il y avait également des questions auxquelles je peux répondre. On me dit, est-ce que c'est une démocratie quand il n'y a que 2 candidats? Aux États-Unis, il y a combien de candidats? Dans les principaux partis, dans beaucoup de pays, c'est pas au nombre. Il faut voir les critères, les conditions dans lesquelles ces candidatures évoluent, sont faites et évoluent. Cela est très important. Il nous a été dit également, est-ce qu'on a rencontré le Parti démocrate? Oui, je pense avoir vu peut-être 1 ou 2 représentants du Parti démocrate ici. Nous avons eu un long entretien avec les partis démocrates et moi personnellement, j'ai eu un long entretien avec le président Yahi Bouni hier soir pour échanger, pour avoir leur point de vue, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur arrive, comment on peut faire pour desserrer l'étau qui les étouffe. Nous avons discuté de tout cela. Nous avons tenu à être vrais dans notre rapport. Nous n'avons pas voulu faire la langue de bois. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs qui attendent de nous que nous disions ce que nous avons entendu et ce dont nous avons discuté avec eux. Cela est très important. Et donc c'est pour ça que cette conférence de presse a essayé d'aborder une série de problèmes fondamentaux qui ont été posés par les uns et par les autres et auxquels nous avons réfléchi ensemble. Les propositions que nous avons faites ne viennent pas seulement de nous, mais viennent de ce qui est ressorti de nos entretiens. Il y a également, non, je pense que j'ai répondu. Est-ce que la démocratie est en marche au Bénin? Nous avons vu qu'il y avait une recherche effrénée du développement économique. Mais à côté du développement économique, il faut qu'il y ait le développement de l'homme, de l'humain. Cela est très important. L'humain doit évoluer dans un cadre où il s'épanouit sur le plan des libertés et sur le plan également de l'expression. Et donc nous avons également relevé cela et nous l'avons souhaité dans nos recommandations, qu'il y ait davantage d'ouverture pour que le peuple béninois puisse également participer à la définition de la vision du Bénin de demain. Il faut que le peuple béninois participe, que le Béninois se sente concerné par la vision définie par les autorités pour son bonheur et son bien-être. Comme on dit, vous faites sans moi, vous faites contre moi. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je crois que excusez-moi, le thème, c'est de l'exception judiciaire. C'est-à-dire que, et ça, on l'a compris après
après, au regard des déclarations faites par le juge Batamoussi, c'est que, en tant que magistrat, on a comme l'impression que vous-même, en tant que magistrat, vous n'avez aucun pouvoir discrétionnaire d'analyser, de rendre la justice selon votre intime conviction. Vous recevez une instruction et de condamner telle personne et vous le faites. Et donc, il n'y a pas de droit, en fait. Il n'y a pas de droit, en fait. Le reste, c'est un habillage juridique qui est fait pour vous condamner. Donc, si votre tête ne plaît pas, si la décision est prise de vous condamner, vous serez condamné. Vous pouvez être le plus innocent dans un dossier. Le plus blanc dans un dossier, vous serez condamné. Et donc, pour moi, Candide Azanaï ne fait que compléter la liste de toutes ces personnes-là qui ont été arrêtées, condamnées pour des délits ou bien des crimes qui, en réalité, n'existent que des noms qui ont été fabriqués contre eux juste pour les déposer en prison. Et je pense toujours que, je le dis toujours, que en réalité, vous n'êtes pas condamné pour ce pourquoi on vous cherche. C'est qu'en fait, on vous cherche ailleurs et on trouve un habillage juridique pour vous jeter en prison, pour que ça soit un peu potable, un peu consommable pour l'opinion. Quand vous regardez, comme je vous disais, le camp Candide Azanaï, vous savez très bien qu'il ne peut pas être lié à un coup d'État. Candide Azanaï a déclaré qu'il est résistant, mais à chaque fois, quand vous le suivez dans ses déclarations, il dit toujours qu'il n'est pas résistant pour faire de la violence, que c'est une résistance pacifique. Et je rappelle que le jour où, ce 7 décembre, il dormait et c'est l'un de ses enfants qui l'a appelé pour l'informer qu'il y avait quelque chose qui se passait à Cotonou. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un qui est mêlé à un coup d'État, qui est instigateur ou bien qui est un concepteur de coup d'État, peut être en train de dormir, que c'est son enfant qui l'appelle pour l'informer qu'il y avait quelque chose de comme ça. Donc, moi, je continue de dire, je pense et je continue de dire que ce soit Candide Azanaï, que ce soit toutes les autres personnalités politiques qui ont été condamnées ces dernières années-ci, c'est qu'on cherche à les mettre à l'abri, c'est qu'on cherche à les punir pour autre chose et on cherche d'autres artifices pour les condamner. Et le cas de Candide Azanaï, pour moi, c'est la même logique. Je pense que son discours était devenu un peu gênant. Il disait trop un certain nombre de choses qu'on ne veut pas entendre. Et quand il y a eu le 7 décembre, on a profité maintenant pour faire, comme on le dit, le nettoyage. Tous les éléments qui gênaient, tous ces brebis galeuses ou bien tous ces éléments récalcitrants, on profite de ça pour les mettre au frais, pour que le pays soit tranquille jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Moi, je dois dire, premièrement, la première chose à retenir, c'est que c'est un dossier vide. Et tout ce qu'on a dit depuis prouve que c'est un dossier totalement vide. Et qu'on a juste profité d'une situation conjoncturelle, le push du 7 décembre, pour mettre hors d'état de nuit des gens qu'on suppose que dans le contexte actuel, ils peuvent être gênants. Et Azanaï en fait partie. Deuxième élément, je crois que mon ami, grand frère et confrère Joseph Anago vient de le dire, c'est qu'on a une justice à double vitesse, on a un double régime de juridiction au Bénin, c'est-à-dire que la loi est appliquée sévèrement, avec intransigeance à ceux qui critiquent le régime. Et par contre, ceux qui sont avec le régime bénéficient d'une immunité. Ils bénéficient d'une immunité illimitée qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, même d'enfreindre aux lois les plus importantes du pays sans rien craindre. Et je donne un exemple, une anecdote que m'a raconté quelqu'un aujourd'hui qui me disait que le jour de l'élection, des élections législatives passées, que
des gens ont eu vent d'un député qui est actuellement élu à l'Assemblée, qui était resté dans un restaurant et qui partageait tellement de l'argent à des votants. Donc, les gens passaient par lui, prenaient 10 000 pour aller voter. Et donc, des gens ont eu connaissance de ça, sont allés voir le commissaire pour le signaler, en indiquant au commissaire, il est dans tel hôtel. Le commissaire est parti et après s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui est du bon côté. Et après, les mêmes personnes qui se sont plaintes ont vu le commissaire et ce député qui est député dans cette assemblée monocolo actuellement, sorti en s'embrassant. Le commissaire lui a serré la main pour dire du courage. Donc, c'est comme ça le pays est devenu aujourd'hui. Et si vous êtes du bon côté, rien ne peut vous arriver. Vous pouvez tuer quelqu'un, on va vous protéger. Si vous êtes du mauvais côté, et la moindre petite erreur que vous allez faire peut vous coûter des années de vie. Et ça, c'est la troisième chose que moi je retiens, c'est que tous les leviers qui doivent maintenir notre démocratie en place sont tombés. Les médias sont tombés. La société civile, et de ça on n'en parle pas beaucoup, la société civile également est tombée. Parce que les questions des droits humains, depuis 2016, on est en train de parler des questions des droits humains au Bénin. Les questions de liberté sont des questions qui sont des domaines de prédilection de la société civile. Sous le président Kérékou, sous le président Yahi, on a vu quand même que la société civile a joué un rôle important de gardienne de la démocratie. Mais malheureusement, cette société civile n'existe plus. Ce qui fait que aujourd'hui, il est permis tout au pouvoir, il est permis tout à la justice, il est permis tout à la police et surtout à la police numérique qu'on appelle aujourd'hui le CNIC, qui joue un rôle très important dans les rapports que nous observons aujourd'hui. Donc, voilà les trois leçons que moi je retiens, les trois choses que je retiens, tout en demandant, ça c'est une doléance personnelle, que le pouvoir cherche aujourd'hui à apaiser la tension politique dans le pays avant la prochaine élection présidentielle. Je crois qu'il est du droit du pouvoir aujourd'hui d'œuvrer pour la décrispation politique au Bénin. Parce qu'en réalité, ils ont déjà reçu le coup, ils ont écarté l'opposition, et puis l'élection présidentielle est transformée en une sorte de formalité. Tous les Béninois savent déjà celui qui sera le prochain président sans même aller aux élections. Même si les gens ne vont pas voter, ils savent déjà celui qui sera le prochain président. Donc, à partir de ce moment, je pense que pour avoir fait tout cela, le pouvoir doit au moins décrisper la situation. Je disais, je ne sais pas si c'est sur ce plateau ou ailleurs, que j'espère que l'événement malheureux du 7 décembre devrait amener le pouvoir à s'assagir et à s'asseoir maintenant pour appeler à des assises nationales pour qu'on discute. Mais malheureusement, c'est le contraire de ce que le pouvoir devait faire qu'il a continué à faire. Arrêter les gens de façon arbitraire, montrer sa force, violenter les gens. Et c'est justement cet état de choses qui a amené le 7 décembre. Mais malheureusement, le pouvoir n'a pas tiré toutes les conséquences de ce malheureux événement. Merci. Alors, il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels je voulais insister. C'est la restriction des visites. À un moment donné, c'était même difficile pour ces avocats et ses propres parents de lui rendre visite. Donc, depuis un certain moment, il y a eu un léger assouplissement, mais c'était des conditions de restriction de visite. Et vous savez qu'il y a eu cette histoire également de plateformes aujourd'hui sur lesquelles, quand vous voulez rendre visite à un prisonnier, il faut aller mettre des références, attendre qu'on vous y autorise pour pouvoir rendre visite. Il y a ça. Mais il y a également les conditions de détention même qui sont vraiment exécrables. L'article là soulevé, c'est que à des moments donnés, pour quelqu'un quand même de son rang, qui a quand même été plusieurs fois député, plusieurs fois ministre dans notre pays, c'était presque, je ne dirais pas qu'il dormait à même le sol, mais c'était presque à même le sol qu'il dormait.
et dans des conditions vraiment inhumaines. Et comme mon doyen le disait, effectivement, une prison, c'est pas un hôtel 3 étoiles ou 5 étoiles comme l'a dit l'autre. Mais les prisons, de plus en plus au Bénin, deviennent comme des Guantanamo. Je crois que vous avez connaissance du rapport de Amnesty International, je crois le rapport 2024, si je me trompe, qui dénonçait les conditions presque inhumaines dans nos prisons au Bénin. D'abord, il y a la surpopulation carcérale qui fait que dans une cellule de 3 ou 4 personnes, c'est peut-être une dizaine de personnes qui sont. Mais il y a également les conditions. Le cas de Adanaï, ne déroge pas à cela. Mais je crois que lui, personnellement, on a posé ces conditions-là pour agir sur sa psychologie. Comme on sait que c'est un dur à cuire, c'est quelqu'un de très téméraire, je crois que ça a été fait exprès pour l'abattre psychologiquement. Mais depuis quelques jours, avec les dénonciations qui viennent de partout, je crois que parce que quelqu'un qui est du son, quelqu'un qui est ancien ministre puisse être détenu dans les conditions aussi inhumaines que celles que je viens de décrire ici. Merci, M. Diossou. Le candidat Azanaï a été interpellé le 12 décembre passé devant sa résidence à Cotonou. Et le 12 décembre, ça fait, je crois, quelques jours après la tentative de push manquée du 7 décembre. Et pour les informations qu'on a eues d'une dame qui était l'une de ses voisines, et qui a fait une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux. Donc, elle a raconté que une horde de forces de l'ordre l'ont interpellé juste au moment où il voulait descendre de son véhicule, si mes mémoires sont bonnes. Et sans autre protocole, comme d'habitude, dans les mêmes conditions que toutes les arrestations arbitraires qui ont eu lieu dans notre pays ces dernières années. Je rappelle que la plupart de ces arrestations se déroulent sans mandat, sans aucune ouverture d'enquête judiciaire et sans qu'on ne vous notifie même la raison pour laquelle vous êtes arrêté. C'est une fois, et quand vos ravisseurs vous conduisent là où ils veulent vous conduire, que vous vous rendez compte que ce sont des gens qui sont sous serment, des gens qui sont des forces de l'ordre. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour faire cas du témoignage d'Olivier Bocop, qui, devant la cour, disait même que lui, il avait cru que c'était un braquage. Ça veut dire que la méthode utilisée, et que ce soit dans le cas d'Olivier Bocop, que ce soit dans le cas du candidat Azanaï et dans tous les autres cas, c'est la même méthode. On vous surprend là où on veut vous surprendre, ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans votre maison, ça peut être même dans un resto. Et on vous emporte et à un endroit, ça peut être un commissariat ou la police judiciaire avant que vous vous rendiez compte que c'est pour une procédure judiciaire pour quelque raison que ce soit. Donc, pour le cas de Azanaï, c'était la même méthode qui avait été utilisée. Et le ministre candidat Azanaï n'avait opposé aucune résistance. Je crois qu'il n'était pas lui-même personnellement surpris, parce qu'il connaissait l'ambiance qui prévalait dans le pays un peu avant le push et bien après la tentative de push. Oui, je peux le dire parce que après cette tentative de coup d'État, il y a eu une kyrielle d'arrestation qui a eu lieu à Cotonou. Et la plupart de ces arrestations ont été rapprochées, pour le dire ainsi, à cette tentative de coup d'État. Je voudrais rappeler que
le fils du président Boni Yahi, secrétaire aux relations extérieures du parti les démocrates, a été lui-même arrêté. Et après cela, il y a eu d'autres arrestations. Et du ça, on n'en parle pas. Il y a eu beaucoup d'autres arrestations de personnages anonymes qui sont majoritairement du Parti communiste et du Bénin. Et après, on a vu l'arrestation également de M. Alassane Tigré, toujours lié à cette tentative de coup d'État. Le trait commun de toutes ces arrestations, c'est qu'on les présente comme des gens qui ont un lien avec le coup d'État. Mais on n'arrive pas à donner la moindre preuve du lien de ces personnages avec le coup d'État. Donc, c'est à la fois une tentative pour justifier une inculpation, mais une tentative en même temps, je peux dire, de sabotage et de diabolisation. Parce que vous ne pouvez pas aller arrêter des gens que vous soupçonnez d'avoir participé à un fait aussi grave qu'une tentative de coup d'État sans donner les moindres preuves. Et dans l'un ou dans l'autre des cas, que ce soit dans le cas du candidat Zanaï dont on parle aujourd'hui, que ce soit dans le cas des autres sur lesquels on a des éléments, il y a un fil conducteur, c'est qu'on n'a aucune preuve, aucune charge, aucun élément de preuve contre ces personnes-là. Et donc, c'est des accusations et des arrestations que je trouve un peu fantaisistes, juste parce que peut-être ces personnes-là sont gênantes dans la stratégie qui est mise en œuvre aujourd'hui et on profite de cette tentative de coup d'État pour les arrêter, les mettre au frais. Et je crois que c'est beaucoup plus ça, c'est-à-dire qu'on pressent qu'ils peuvent être gênants et on profite de ce coup pour les mettre au frais. Il avait assez de garanties, c'est quand même quelqu'un, une autorité, président d'un parti, 2 fois ancien ministre, ancien député, et c'est une où ces maisons sont connues, et donc c'est pas quelqu'un qui ces derniers temps-ci a beaucoup voyagé, donc il est resté constamment dans le pays, et donc je crois qu'il présentait assez de garanties qui devaient amener à la fois la police et la justice à le mettre sous convocation pour continuer le procès. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on t'arrête, c'est peut-être une exception pour toi d'être remis en liberté provisoire. Les cas où les personnes ont été mises en liberté provisoire sont très, très rares. Quand on t'arrête, tu sais ce qui t'attend, tu passes quelques jours en garde à vue et après tu vas en prison. Donc, c'est le cas de candidat Dazanaï. Ce n'est pas pour autant qu'il ne présente pas de garantie. C'est le principe aujourd'hui, c'est le principe de mettre les gens en prison. En fait, il faut bien comprendre la logique. La prison aujourd'hui est utilisée comme un instrument de terreur pour terroriser les populations. Et plus on voit des gens d'une certaine notoriété aller en prison, c'est fait pour dissuader le reste des brebis galaises entre griffes qui vont s'agiter ou bien contester ou bien critiquer. Regardez un peu le profil des gens qui sont en prison depuis 2016. On a quand même le professeur Aïvo qui est l'un des plus grands constitutionnalistes de l'Afrique. Vous avez le ministre Ruki Amadou, ancien ministre de microfinance. Et vous avez d'autres personnalités très fortes qui sont en prison. Et les derniers, c'est candidat Zanaï, c'est Alassane Tigré, c'est Richard Boni. Donc, quand vous regardez les profils de ceux qui aujourd'hui sont en prison, c'est fait pour dissuader les autres qui vont oser encore critiquer ou bien oser encore contester. Et donc, c'est ces cas-là dont on parle. J'oubliais le cas du général Louis-Philippe Léon, ancien directeur général de la police nationale. Et j'oubliais également le cas du député qui a été, lui, son cas est vraiment extraordinaire. Et sans qu'on lève son immunité, on est allé le jeter en prison en prétextant d'un flagrant délit, juste parce qu'il a écrit un petit message, c'est la fête. Et donc,
tous ces cas-là mis ensemble, quand vous regardez le profil des gens, la carrure des gens qui sont jetés en prison et de la manière la plus sauvage avec laquelle leur procédure est conduite, c'est pour dissuader, pour que silence dans la République, personne n'ose parler, personne n'ose dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, c'est fait exprès, ce n'est pas candidat Zanaï, le problème, c'est le système qui est conçu comme ça, utiliser des icônes pour dissuader le reste des contestataires qui sont tapis dans l'ombre. Je crois que c'est ça qui est en marche, malheureusement. Oui, ici, devait l'embrasser, c'était le baiser de Jida. Bon, malheureusement, ce baiser de Jida n'a pas eu lieu. Ben, moi, il y a certaines choses auxquelles moi je ne crois plus quand ça vient du chef de l'État. Et de plus en plus, moi, j'ai l'impression que quand le chef de l'État dit quelque chose, il faut commencer par noter le contraire, et c'est le contraire qui se passe. Et je me rappelle très bien qu'à la sortie d'un meeting, lors de l'élection présidentielle de 2016, il disait qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Et nous avons vu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Et donc, quand il disait cela, je crois que la bonne lecture à avoir, c'était le contraire de ce qu'il disait. C'était que candidat Zanaï devait être puni. Moi, je pense que c'est cela. Écoutez, il y a des gens qui sont en prison qui ont été témoins de menaces, qui n'ont pas dit des choses aussi graves, aussi percutantes que les choses que le ministre candidat Zanaï a dit. Et pourtant, ils sont en prison aujourd'hui. Alors, si ceux-là sont en prison, pourquoi le candidat Zanaï, qui est perçu comme un subversif, entre griffes, un perturbateur, un empêcheur de dormir, peut être libre? Moi, je crois que tout a été fait pour le jeter en prison et je crois que, moi, personnellement, je continue de croire que son arrestation est beaucoup à mettre sur le compte du projet du braquage qui est en cours. Quand il parle braquage, c'est cette élection-là, qui n'en est pas une où moi je pense que le pouvoir de la parti a organisé quelque chose pour braquer le pouvoir, pour conserver le pouvoir sans aller aux élections et en organisant cette mascarade. Donc, tous ceux qui peuvent, par leur discours ou leur action, perturber ce cycle-là, ce cycle d'accaparement, ce cycle des gens qui sont au pouvoir mais qui ne veulent pas réellement laisser le pouvoir, tout ce qui peut perturber cela sont vus comme des menaces. Et je crois que le candidat Zanaï était une menace assez sérieuse parce qu'il était comme quelqu'un qui pouvait perturber le cycle qui est en cours. C'est dans ce cadre que moi j'intègre son avis. Et quand le chef d'État a dit oui, qu'il va l'embrasser, je crois il fallait penser, voir le contraire de ce qu'il disait. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'avènement de ce régime, en dehors de quelques-uns, sont aujourd'hui soit en exil ou en prison. Ça, il faut le noter. Et donc, candidat Zanaï fait partie de ce premier cercle concentrique autour de Patrice Talon à sa prise de pouvoir en 2016. Et donc, ceux-là, d'abord, c'est une menace, en plus de la menace de la personne du candidat Zanaï à travers son discours, à travers son engagement politique, à travers son activisme qui embêtait depuis le pouvoir. Et donc, on a trouvé le bon moment, on a trouvé la bonne opportunité pour le prendre en disant oui, il est mêlé à ce coup d'État. Je rappelle que dans les coulisses, et ça, on a appris de tous très proches du dossier que oui, l'un des griefs portés contre lui, c'est de dire qu'il a financé le push manqué du 7 décembre 2025. C'est quand même ridicule de penser que Zanaï peut avoir aujourd'hui le Ok, mais non, c'est des chefs d'accusation qui sont c'est générique en fait.
c'est dans des cahiers, c'est noté et puis on essaie de voir ce qu'on peut vous coller. En fait, il faut bien comprendre la logique qui est en cours. C'est les chefs d'accusation qui sont conçus pour que vous puissiez être vus de l'extérieur comme des éléments nuisibles pour la société, que vous puissiez être vus comme des personnages dangereux. Et à partir de ce moment, ça permet au gouvernement, dans sa stratégie, de couper un peu le lien avec ce qu'on peut appeler la contestation et la revendication internationale. Et quand, par exemple, je donne l'exemple, quand on dit par exemple que Ricky Amadou, c'est le terrorisme, quand on dit par exemple Joël Aïbo, on dit, je crois, blanchiment et financement du terrorisme, des trucs comme ça. Ces gens de chefs d'accusation sont conçus, c'est des accusations suffisamment graves et qui, à l'extérieur, peut avoir un écho retentissant pour que les gens ne puissent pas se mobiliser pour vous. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de chefs d'accusation qui sont dans un cahier et on essaie de prendre un ou deux qu'on vous colle et puis c'est générique, c'est classique et on vous colle ça et on continue, on ne se gêne plus trop. Et ces accusations-là, c'est des accusations-là et candidat Daniel se retrouve dedans. Aujourd'hui, on parle de atteinte à la sûreté, divulgation de fausses informations et tout le reste, tentative de coup d'État. Toutes ces accusations sont des accusations qu'on a déjà entendues dans le cas des anciens dossiers et qui vont revenir peut-être encore chaque fois qu'un opposant serait arrêté et on trouve que c'est un opposant gênant. Vous allez voir ces genres d'accusations. Donc pour moi, c'est une logique. C'est une démarche en cours et puis ça vise le même objectif, mais au d'état de nuit, des gens entre griffes, jugés trop capricieux, jugés trop teigneux à la terreur qui est en cours. Moi, j'ai appris en dehors de ce qui est officiel, proche de financer, d'avoir contribué financièrement également au push manqué du. Et tous ces arguments, c'est fallacieux, c'est ridicule. C'est des accusations qui sont, qui sont montées de toutes pièces et jamais on ne vous demande de prouver parce qu'on sait que ce n'est pas possible de prouver et puis ceux qui accusent aussi n'arrivent pas à prouver. Donc, c'est juste qu'on vous colle ça pour vous mettre dans le niveau de la détention. Et candidat Zanaï, malheureusement, en est victime aujourd'hui. Merci. Alors, il y a deux ou trois éléments sur lesquels je voulais insister. C'est la restriction des visites. À un moment donné, c'était même difficile pour ces avocats et ses propres parents de lui rendre visite. Depuis un certain moment, il y a eu un léger assouplissement, mais c'était des conditions de restriction de visite. Et vous savez qu'il y a eu cette histoire également de plateformes aujourd'hui sur lesquelles, quand vous voulez rendre visite à un prisonnier, il faut aller mettre des références, attendre qu'on vous y autorise pour pouvoir rendre visite. Il y a ça. Mais il y a également les conditions de détention même qui sont vraiment exécrables. L'article là soulevé, c'est que à des moments donnés, pour quelqu'un quand même de son rang, qui a quand même été plusieurs fois député, plusieurs fois ministre dans notre pays, c'était presque, je ne dirais pas qu'il dormait à même le sol, mais c'était presque à même le sol qu'il dormait. Et dans des conditions vraiment inhumaines. Et comme mon doyen le disait, effectivement, une prison, c'est pas un hôtel 3 étoiles ou 5 étoiles, comme l'a dit l'autre. Mais les prisons, de plus en plus au Bénin, deviennent comme des Guantanamo. Je crois que vous avez connaissance du rapport de Amnesty International, je crois le rapport 2024, si je me trompe, qui dénonçait les conditions presque inhumaines dans nos prisons au Bénin. D'abord, il y a la surpopulation carcérale qui fait que dans une cellule
de 3 ou 4 personnes, c'est peut-être une dizaine de personnes qui sont. Mais il y a également les conditions. Le cas de Adanaï, ne déroge pas à cela. Mais je crois que lui, personnellement, on a posé ces conditions-là pour agir sur sa psychologie. Comme on sait que c'est un dur à cuire, c'est quelqu'un de très téméraire, je crois que ça a été fait exprès pour l'abattre psychologiquement. Mais depuis quelques jours, avec les dénonciations qui viennent de partout, je crois que parce que quelqu'un qui est du son, quelqu'un qui est ancien ministre puisse être détenu dans les conditions aussi inhumaines que celles que je viens de décrire. Moi, je dois dire, premièrement, la première chose à retenir, c'est que c'est un dossier vide. Et tout ce qu'on a dit depuis prouve que c'est un dossier totalement vide. Et qu'on a juste profité d'une situation conjoncturelle, le push du 7 décembre, pour mettre hors d'état de nuit des gens qu'on suppose que dans le contexte actuel, ils peuvent être gênants. Et Azanaï en fait partie. Deuxième élément, je crois que mon ami, grand frère et confrère Joseph Anago vient de le dire, c'est qu'on a une justice à double vitesse, on a un double régime de juridiction au Bénin, c'est-à-dire que la loi est appliquée sévèrement, avec intransigeance à ceux qui critiquent le régime, et par contre, ceux qui sont avec le régime bénéficient d'une immunité. Ils bénéficient d'une immunité illimitée qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, même d'enfreindre aux lois les plus importantes du pays sans rien craindre. Et je donne un exemple, une anecdote que m'a raconté quelqu'un aujourd'hui qui me disait que le jour de l'élection, des élections législatives passées, que des gens ont eu vent d'un député qui est actuellement élu à l'Assemblée, qui était resté dans un restaurant et qui partageait tellement de l'argent à des votants. Donc les gens passaient par lui, prenaient 10 000 pour aller voter. Et donc des gens ont eu connaissance de ça, sont allés voir le commissaire pour le signaler, en indiquant au commissaire, il est dans tel hôtel. Le commissaire est parti et après s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui est du bon côté. Et après, les mêmes personnes qui se sont plaintes ont vu le commissaire et ce député qui est député dans cette assemblée monocolo actuellement, sorti en s'embrassant. Le commissaire lui a serré la main pour dire du courage. Donc c'est comme ça le pays est devenu aujourd'hui. Et si vous êtes du bon côté, rien ne peut vous arriver. Vous pouvez tuer quelqu'un, on va vous protéger. Si vous êtes du mauvais côté, et la moindre petite erreur que vous allez faire peut vous coûter des années de vie. Et ça, c'est la troisième chose que moi je retiens, c'est que tous les leviers qui doivent maintenir notre démocratie en place sont tombés. Les médias sont tombés. La société civile, et de ça on n'en parle pas beaucoup, la société civile également est tombée. Parce que les questions des droits humains, depuis 2016, on est en train de parler des questions des droits humains au Bénin. Les questions de liberté sont des questions qui sont des domaines de prédilection de la société civile. Sous le président Kérékou, sous le président Yahi, on a vu quand même que la société civile a joué un rôle important de gardienne de la démocratie. Mais malheureusement, cette société civile n'existe plus. Ce qui fait que aujourd'hui, il est permis tout au pouvoir, il est permis tout à la justice, il est permis tout à la police et surtout à la police numérique qu'on appelle aujourd'hui le CNIC, qui joue un rôle très important dans les rapports que nous observons aujourd'hui. Donc, voilà les trois leçons que moi je retiens, les trois choses que je retiens, tout en demandant, ça c'est une doléance personnelle, que le pouvoir cherche aujourd'hui à apaiser la tension politique dans le pays avant la prochaine élection présidentielle. Je crois qu'il est du droit du pouvoir aujourd'hui
d'œuvrer pour la décrispation politique au Bénin. Parce qu'en réalité, ils ont déjà reçu le coup, ils ont écarté l'opposition, et puis l'élection présidentielle est transformée en une sorte de formalité. Tous les Béninois savent déjà celui qui sera le prochain président sans même aller aux élections. Même si les gens ne vont pas voter, ils savent déjà celui qui sera le prochain président. Donc, à partir de ce moment, je pense que pour avoir fait tout cela, le pouvoir doit au moins décrisper la situation. Je disais, je ne sais pas si c'est sur ce plateau ou ailleurs que j'espère que l'événement malheureux du 7 décembre devrait amener le pouvoir à s'assagir et à s'asseoir maintenant pour appeler à des assises nationales pour qu'on discute. Mais malheureusement, c'est le contraire de ce que le pouvoir devait faire qu'il a continué à faire. Arrêter les gens de façon arbitraire, montrer sa force, violenter les gens. Et c'est justement cet état de choses qui a amené le 7 décembre. Mais malheureusement, le pouvoir n'a pas tiré toutes les conséquences de ce malheureux événement.